Le cône d'incertitude est devenu quelque chose d'essentiel en stratégie. En effet, dans l'ancienne économie, telle que Porter l'a décrit, autrement dit dans l'économie qui a connu son apogée dans les Trente Glorieuses, nous vivions de certitude. Je dis nous parce que j'ai connu cette économie. La certitude, c'était que les marchés grandissaient. Les consommateurs auraient demain encore plus de moyens qu'aujourd'hui pour acheter. La technologie faisait des progrès sans limite. Autrement dit, les grandes questions n'étaient pas de l'ordre de l'incertitude, elles étaient plutôt finalement d'avoir une vitesse suffisante pour rester dans la compétition. Et donc dans l'ancienne économie, il y a quand même des gens qui ont disparu. Panhard ne fait plus partie depuis fort longtemps des fournisseurs automobiles. Mais ça avait été le cas avant d'autres marques comme de Dion-Bouton, etc. Avec la crise, ou les crises, le monde a retrouvé un mode de fonctionnement qui est le sien depuis les origines. Autrement dit, l'exception, ça a été les Trente Glorieuses. Mais quand on se promène dans l'histoire, on se rend compte que des crises majeures ont existé, économiques, avec la crise autour, par exemple, des tulipes et des bulbes de tulipes sur lesquels il y avait eu des investissements très importants, de la spéculation, et tout ça s'est effondré. Bien sûr, avec des maladies. On parle de la Grande Peste. La Grande Peste a bouleversé les chantiers des cathédrales parce que, en tuant entre un tiers et la moitié de la population européenne, et dans certains secteurs en tuant les 2/3 des gens, elle a rendu le marché de l'emploi extrêmement compliqué. Mais ces constructions multiples au moment du chantier des cathédrales, donc là on parle de la période entre l'an 1000 et 1500, de 500 ans, a donné lieu aussi à des pénuries très importantes en matière de bois, parce que tout le monde avait besoin de bois pour construire, faire des échafaudages, etc. Donc l'incertitude est le climat normal de la vie de l'humanité depuis les origines. Or, notre cerveau a un petit défaut, c'est qu'il veut absolument établir des choses comme certaines. Donc le cerveau, qui est une machine formidable, qui peut faire beaucoup de choses, qui est auto-adaptative, a un petit inconvénient. C'est que quand il a pris quelque chose, il le considère comme acquis et il est plutôt favorable à la répétition. Donc se mettre dans l'état d'esprit de l'incertitude est quelque chose de compliqué et demande un entraînement particulier, entraînement que les entreprises devraient mener tous les jours en faisant le cône d'incertitude. Qu'est-ce que c'est que le cône d'incertitude? Cela consiste à se projeter dans le futur et à envisager tous les possibles. Les possibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, impossible, c'est une guerre mondiale. Évidemment, nous souhaitons tous qu'elle n'ait pas lieu. Évidemment, nous souhaitons tous que ce ne soit qu'un fantasme. Mais tous les éléments que nous avons en main font que c'est une hypothèse qu'il faut prendre en compte parce qu'elle est crédible. Nous voyons bien que ce à quoi nous faisons face aujourd'hui en matière d'attentats, de crises, etc., n'était pas tellement envisagé dans les années 2000. Donc que les espaces-temps se sont considérablement réduits. Vous voyez d'ailleurs que quand je parlais du marché des cathédrales, donc de la construction, on était sur des périodes de 500 ans. La cathédrale de Strasbourg, sa construction a duré 500 ans. Bon, la petite accélération fait qu'aujourd'hui, on pourrait dire que ça durerait 5 ans. Voilà. Et donc, l'espace-temps est devenu très court. Du point de vue cérébral, on n'a pas encore trop de soucis de ce côté-là, même si le monde de la complexité, l'évolution, la masse d'informations nous pose des problèmes. Mais globalement, on arrive encore à peu près à faire face à ces événements-là. Donc,
le cône d'incertitude, c'est définir quelle sera l'écologie de l'homme, du consommateur, demain, en regardant toutes les ruptures possibles. Ces ruptures, elles peuvent donner lieu évidemment à des choses qui sont à peu près connues, c'est-à-dire qu'on peut dire, ben oui, on voit très bien que globalement, le prix de telle ou telle matière va continuer à augmenter. Petite flèche vers le haut. On peut très bien dire, dans telle et telle situation, il y a plusieurs cas possibles, hein, on les voit, il pourrait y avoir K, KB, KC. On peut avoir une courbe qui est le résultat d'une évolution, par exemple, de la vie de la population, en disant l'espérance de vie a atteint un maximum, elle va commencer à baisser. D'ailleurs, elle commence déjà à baisser dans certains pays. Puis il y a des cas où on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout comment ça va tourner. Donc, tout le travail du cône d'incertitude, c'est d'écrire des scénarios. Des scénarios technologiques, des scénarios sur le type de savoir et de compétences qu'il faut acquérir. Également d'essayer de déterminer quels sont les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est comment se rendre compte, à un moment donné, que tel ou tel type d'information, tel ou tel type de bruit, s'il apparaît, est le signal d'un danger potentiel. Un peu comme on essaye de mettre des tas de senseurs autour des volcans. Hein, on va mettre un certain nombre de choses en place pour essayer de déterminer à partir des vibrations de la probabilité de l'apparition d'une éruption. Alors, travailler dans le cône d'incertitude, c'est bien sûr lui donner une profondeur. Suivant le type de métier que je fais, le cône d'incertitude n'est pas le même. Quand je travaille sur des gyroscopes, pour lesquels les technologies durent 25 ans, pour établir une nouvelle technologie de gyroscope, il faut à peu près 25 ans. Donc on a, on va dire couramment, en ce moment, 3 technologies de gyroscope. Le gyroscope étant cet appareil qui permet par exemple à un sous-marin nucléaire de quitter la rade de Brest sans avoir aucun contact avec l'extérieur et de revenir 6 mois plus tard à 2 mètres près au même endroit. Et il sait où il est. Donc, le gyroscope du sous-marin nucléaire, qui fait partie des choses essentielles de la défense nationale française, puisqu'effectivement nous avons des sous-marins nucléaires, ces gyroscopes équipent également, pas les mêmes bien sûr, hein, mais des avions, puisque l'idée, quand un avion faisait une transatlantique, était d'arriver à peu près à quelques mètres près de l'autre côté, hein, du côté États-Unis. Quand on dit quelques mètres près, c'est quelques centaines, voire kilomètres. Bon, vous allez me dire, mais avec le GPS, tout ça c'est mort. Oui, le GPS, mais le GPS n'est pas possible pour le sous-marin nucléaire. Et donc, le GPS a un inconvénient, c'est qu'il n'est pas bon du point de vue militaire, pas toujours. Alors, ce qu'on va appeler les S-courbes, c'est finalement l'évolution d'un certain nombre de technologies. D'accord ? Essayer de regarder ce qui ne colle pas dans le futur. Et, d'une certaine façon, se méfier des opinions toutes faites. Regarder derrière, c'est bien, mais il faut toujours regarder devant. Et surtout, essayer de quantifier les prévisions. Alors, on peut jouer un petit jeu. C'est de se reporter en arrière. Donc, moi, je vais me reporter au moment où je devenais étudiant. Je regarde ce qui se passe et je regarde à l'époque la vision que j'avais du cône d'incertitude. Dans les années 70, donc agro 72, on connaît les chocs pétroliers, hein, ça c'est à peu près évident. Le nucléaire est déjà là. On commence à avoir un peu d'électronique qui se répartit, hein, mais je vous rappelle qu'à l'époque, Concorde, qui est le premier avion commercial supersonique, pratiquement c'est de l'analogique, hein, c'est pas du numérique sur Concorde. Tout est analogique sur Concorde. Alors qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas bien, si on essaye d'aller plus loin, hein, on se rend compte que sont arrivées des choses qu'on n'avait pas du tout venir. On n'avait pas du tout vu venir l'épidémie du sida, qui a fait des dégâts considérables. Il y aura d'autres épidémies avec des virus qu'on n'attend pas. On n'avait pas vu venir du tout le téléphone portable. On n'avait pas vu venir du tout la chute du mur de Berlin. Et on n'avait pas vu venir du tout Al-Qaïda.
Ça va beaucoup plus loin, bien sûr, hein, puisqu'il y a toute la révolution hypermédia, il y a les avions sans pilote, il y aura demain des guerriers sans hommes, c'est-à-dire des robots avec une évolution très forte de la robotique. Il y a un grand progrès dans la compréhension du fonctionnement cérébral, même s'il reste des océans de compréhension devant nous, etc., etc. Quand on regarde le champ de la robotique, avec un cône d'incertitude, je dirais, qui s'arrête aujourd'hui, hein, mais qui avait été publié en 2007 dans la Harvard Business Review, on voit que ce cône d'incertitude, publié en 2007, était très bon sur ce qu'il voyait en matière de robotique. Alors, ce cône d'incertitude nous renseigne sur une chose, c'est que d'abord, vous avez quelquefois des entreprises, c'est le cas de Lego, qui vous donnent une bonne vision de ce qui se passe dans le champ de la robotique. Vous avez les militaires américains, notamment le DARPA, hein, où chaque année, il y a une espèce de concours sur les technologies. Et là, on voit que des véhicules robots, non pas téléguidés, mais robots, qui étaient capables tout seuls de traverser un désert il y a quelques années à la vitesse moyenne de 5 km/h, vont aujourd'hui à 40, à 50, à 70 km/h. Et que le véhicule arrive et il a repéré tous les obstacles possibles, il les a franchis. Et vous voyez bien que s'il est équipé d'une arme et qu'il a tiré sur tout ce qui avait une température un peu particulière, eh bien ce truc-là fait des dégâts. Les robots eux-mêmes, avec Aldebaran Robotics en France, mais Mitsubishi, qui a un robot assez fin, hein, assez habile, nous ont permis de voir que la grande progression du robot va porter sur la reconnaissance image. C'est le point faible dans la technologie, hein, de la robotique. Qu'est-ce qui va se passer demain? Il se passera demain qu'en 2050, les robots battront les hommes au foot. Il se passera qu'en 2050, les robots, hein, auront un rôle majeur, et là on parle de nanorobots, dans le domaine médical. Il va de soi qu'en 2050, toutes les maisons de retraite, les hôpitaux, seront équipés pour un certain nombre de soins de robots. Aller chercher quelqu'un dans une chambre pour le descendre au bloc opératoire. Et que la seule solution au vieillissement de la population, c'est une robotisation forte qui permettra effectivement d'avoir une main-d'œuvre, en quelque sorte, H24, 7 jours sur 7, donc beaucoup moins chère qu'une main-d'œuvre humaine. Le travail de l'entrepreneur, c'est de bien détecter là où nous sommes aujourd'hui, de se promener dans le cône d'incertitude et ensuite de faire un cône de calcul de risque pour voir là où nous pourrions être. Et toute la capacité d'innovation doit être là. C'est-à-dire que cône d'incertitude et innovation sont, là aussi je vais reprendre le terme de théologie, consubstantiels, c'est-à-dire intimement liés. Et que pour ça, il faut faire marcher nos capacités abductives, c'est-à-dire penser le différent à partir du semblable. J'avais un professeur de stratégie qui disait toujours, si on voit le clou comme un morceau de métal, on ne pensera jamais à la colle. Il faut donc envisager de se passer de clou. Et que tout le travail de construction du cône d'incertitude, c'est le pourquoi pas. S'il n'y a plus ça, qu'est-ce qui se passerait? Donc on peut effectivement avoir une salle, et on doit avoir une salle, consacrée totalement au cône d'incertitude, avec des dessins sur les murs, et là, des gens qui viennent tous les jours faire part de leurs suggestions. Bon, pour rester sur la robotique, on voit qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des robots serpents qui seront très habiles pour aller faire de l'exploration. On a aujourd'hui de très bonnes applications robots sur les insectes, et donc qui permettront d'aller, d'abord de guider cet insecte, bien sûr. Donc on voit les fils qui vont se connecter sur la tête de l'insecte, et donc du point de vue nerveux, lui indiquer les directions qu'il doit prendre. Et donc à partir de là, cet insecte pourra faire un certain nombre de choses, se déployer, etc., prendre des informations, les capter, mais également attaquer,
hein. Voilà des moustiques robots, hein. Et donc on peut imaginer d'avoir un nuage énorme de moustiques robots qui iraient se répartir et renseigneraient ou au contraire diffuseraient des produits qui peuvent être toxiques ou pas toxiques, hein. C'est une question d'application. Les Japonais ont déjà des robots, on parlait des applications dans la maison de retraite, il est clair que dans les courses, dans un certain nombre d'opérations, nous serons très contents demain de pouvoir utiliser de tels robots. Les questions qu'il faut se poser, on revient un petit peu sur les interrogations qu'on avait eues quand on avait vu Porter et les forces de Porter, hein. Il y a des tas de questions qui sont liées aux politiques, donc sur les évolutions de liberté, sur les cadres législatifs, sur les politiques fiscales, etc., etc. Il y a des tas de questions sur les technologies, et là, je dirais que c'est presque le plus facile, puisqu'il est assez facile de rêver que demain, les véhicules n'utiliseront plus d'essence, que ceci, que cela. Sur l'économie, il y a pratiquement une certitude aujourd'hui. C'est que nous ne pouvons pas faire autrement que d'envisager une économie de la décroissance. 7 milliards d'individus qui consomment, 7 milliards d'individus qui polluent, 7 milliards d'individus qui entretiennent, je crois que c'est 50 milliards de têtes de bétail, voilà. Eh bien, il y a un moment où la Terre n'en peut plus, et donc on est obligé de prendre cette hypothèse. Et je vous rappelle que le cône d'incertitude, ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas dire voilà ce qui va se passer, c'est prendre en compte les hypothèses qui vont être celles qui vont guider l'entreprise dans un certain nombre de ses choix. Bien sûr, la question du social se pose plus que jamais. On voit qu'il y a des petits progrès sur des économies de type solidaire et que si on parle d'économie de la décroissance, ça veut dire qu'on saura de plus en plus et de mieux en mieux travailler avec des points de vue collaboratifs.